Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui avec Guy Peters que j'ai grand plaisir à retrouver. On a quitté Saint-Tropez tous les deux pour se retrouver à Paris. Bonjour Guy. Bonjour Agnès, c'est magnifique de se trouver sur cette belle terrasse devant l'Arc de Triomphe à cette occasion du premier week-end que tous les visiteurs s'amènent et je suis très heureux d'être là. Alors Guy, je t'ai suivi puisque j'ai eu le plaisir de te rencontrer à l'ouverture de ta fondation en 2018 et le premier artiste que tu exposais à ce moment-là c'était Christo. C'était le projet du Mastaba de Londres qui est dans les nombreux projets que tu as accompagnés auprès de Christo. Là aujourd'hui parlons évidemment du projet actuel qui est le projet de l'Arc de Triomphe qui est un projet réalisé après sa mort, ce qui n'était pas attendu. Ce qui n'était pas entendu du tout, rien restait prévoir qu'il allait quitter ce monde. D'un autre côté, en 2019, à Bagneux, il y avait une maquette qu'il avait construite sur laquelle, en présence de l'artiste, toutes les décisions étaient prêtes. Christ était là, il a donné toutes les directives. C'était le 18 octobre pour être précis. Et ce soir-là, tout était clos. Le dossier était pour attaquer, d'investir l'Arc de Triomphe, le vrai. Et c'est la dernière fois où tu as vu Christo, je crois. C'est ce jour-là qu'on s'est quitté, qu'on ne s'est plus revu. Mais l'équipe qui l'entourait, comme Vince Davenport, comme Vladimir, était tout à fait capable de reconstruire. D'ailleurs, même dans la présence de Christo, c'est pas lui qui le construit. Il regarde, il montre son enthousiasme et c'est lui qui parle avec le journaliste. Absolument. Donc Vladimir, c'est le neveu de Christo qui travaille avec lui depuis 1990, qui travaille bien sûr avec toi puisque tu es un des 3 galeristes qui accompagnent Christo, mais toi j'allais dire depuis longtemps et de manière très forte puisque tu as permis la réalisation de ce projet. Ton travail consiste d'ailleurs non seulement à accompagner l'artiste mais à vendre les esquisses, les dessins préparatoires au projet final. Sur ce projet, je crois que tu as réuni 7 à 8 millions d'euros sur un projet qui en coûte 14 millions. En effet, ce qui est une grande aide, une assurance pour Christo pour pouvoir attaquer le projet. Il était présent aussi avec Vladimir, avec Lorenza à Knock. Lorenza, la dernière fiancée de Christo, une très jolie italienne qui était donc présente pendant ces 3 jours. Absolument, qui est très très proche de nous aussi, et elle était là. J'étais dans les réserves, mes bureaux à Knock-le-Zout, qu'on a invité que des collectionneurs très discrètement. Avec on a ouvert la porte à la réalisation du fait au nombre de pièces qui ont en effet été vendues en quelques jours. Mais la base de toutes ces expositions, cette affolée d'expositions de Christo dans nos galeries est évidemment basée sur une grande amitié qui dure depuis 86. On est très proche de Christo, de Jeanne-Claude, de Lorenza et de toute l'équipe, Linda et moi. Alors parle-nous justement de cette relation puisque Guy, je te connais maintenant depuis que tu arrives à Saint-Tropez. Je vois les liens très forts que tu as tissés avec des artistes, quand évidemment de leur vivant, puis de manière posthume avec leurs femmes, leurs ex-femmes ou leurs héritiers d'ailleurs. Comment as-tu rencontré Christo? Donc comment as-tu rencontré Christo? Eh bien, je vendais déjà des œuvres de Christo à partir de 84 par le biais d'un monsieur bruxellois qui s'appelle Serge Deblot, un ami très proche, très très intime aussi de Christo et de Jeanne-Claude, et qui est un pilote, un commandant de bord de Sabena, et qui était fou d'art et qui a amené des œuvres, même de Lucio Fontana dans les années 70, Tom Wasserman, qui m'a fait connaître d'ailleurs aussi. Et en 86, c'est lui qui était un peu fatigué dans sa vie, qui disait, voilà Guy, j'aimerais bien que tu travailles en direct avec les Jean-Claude et on part ensemble à New York. Et c'est lui qui a franchi la porte avec nous à sa main. Et dès le premier contact, on a été comme des membres de la famille Christo et Jeanne-Claude. Alors ce couple incroyable, Christo et Jean-Claude, ce couple qui avait l'amour de l'art et l'art de l'amour d'une certaine manière, ils se sont rencontrés justement à Paris. Donc ça a toute une symbolique. Paris, ils se sont rencontrés, je crois, en 58.
me semble-t-il. En 58, en 58, en effet. Oui. Voilà, pour parler un peu de l'histoire de Christo et Jean-Claude, ils se sont rencontrés en 58. Ils sont nés le même jour, ils sont nés, je crois, le 13 juin 1935. Oui. Jeanne-Claude, malheureusement, est partie avant lui, elle est partie en 2009. Ils se sont connus, lui avait quitté la Bulgarie, et il a rencontré Jeanne-Claude, je crois, pour faire le portrait de la mère de Jeanne-Claude. Jeanne-Claude, je le précise, était la fille du directeur de l'école polytechnique. Il était d'une famille très bourgeoise, très cultivée. Absolument. Et évidemment, l'immigré bulgare n'était pas exactement du meilleur goût pour la famille, j'imagine, au départ. Le moins qu'on puisse dire, c'était certainement un choc dans la famille de Jeanne-Claude, mais l'amour est irrésistible, a triomphé, c'est le juste mot d'ailleurs, et certainement la complicité aussi dès le premier jour. Et Jeanne-Claude était, elle était la femme qu'il lui fallait. Je vais causer tous les deux un caractère assez doux. Donc, il faut s'aimer pour tenir ensemble. Il faut s'aimer pour pouvoir travailler 365 jours et partager la vie 365 jours, 24 heures par jour ensemble. Mais alors toi d'ailleurs, Guy, pour faire une parenthèse, toi aussi tu partages une aventure avec ton épouse Linda de longues années, que vous avez construit tout ce travail, ce rapport avec les artistes. Donc je le précise, Christo et Jeanne-Claude, c'est un rapport basé sur la confiance bien évidemment, mais tu n'as jamais eu de contrat avec eux. Tout s'est toujours fait dans la confiance. Tout se fait dans la confiance. J'ai jamais signé un reçu non plus quand il m'envoyait pour des millions de dollars d'œuvres à lui. Jamais on eut le moindre malentendu. Pourtant, Jeanne-Claude avait l'image vers l'extérieur d'être une femme business, dure, forte, mais elle était une femme charmante quand elle était correcte, quand elle était si près d'elle. Elle adorait raconter des blagues. Chaque fois, je me munissais d'ailleurs sur un petit papier que je portais dans ma poche de quelques bagues que j'avais repérées en Belgique pour lui faire rire. Et plus tard, j'ai compris que Christo et Jeanne-Claude, lors des soirées qu'on a passées ensemble, ils racontaient que Linda, on racontait les histoires familiales, le chien qui était malade, le nouveau chien qu'on a, un autre projet qu'on fait, un de ses amis, Armand ou César, qui étaient les artistes avec lesquels il sympathisait ici à Paris, qu'ils ont fait une grosse exposition. Il adorait dire « Ah, j'ai tout vendu ». Il rêvait de ça, du succès commercial, financier. Mais toujours avec de la sincérité. Et elle aussi. Et où je me suis fait mal, où on avait encore acheté une nouvelle maison. Il prenait même quelques jours après l'endemain pour l'avion, pour simplement juste voir quelle est la nouvelle maison, ou quelle est la nouvelle galerie que Guy a encore ouvert. Et en fait, seulement avec l'oncle Jules, je suis à ma 9e galerie en les 40 ans qu'on est installé à Knokke-le-Zout. Mais c'est toujours été pour challenger les artistes, dans un nouvel espace, ils ont envie de faire des autres œuvres, d'autres dimensions, d'autres natures, et ça les inspirait à crier pour ces différents endroits. Absolument. Alors, le parcours que tu as fait, Christo, a été ponctué par des œuvres majeures. Donc, tu as accompagné, je le disais, après le Pont Neuf, il y a eu The Umbrellas, qui était un projet à cheval entre le Japon et les États-Unis, d'ouvrir en même temps 7000 parapluies, je crois. Oui. Les jaunes étaient aux États-Unis, les bleus étaient au Japon. Vous avez ensuite participé, Linda et toi, au Reichstag, c'était en 1995. Absolument, oui. N'est-ce pas? Oui, aussi. Et un projet dans lequel tu étais particulièrement impliqué, c'était en 2005, après justement les tours, bien après, The Gates. D'une façon très forte. Là, très forte. Alors raconte-nous un peu justement non, il y a les Gates, tous les projets sont aussi importants. Tous les sujets pour Christo et Jean-Claude après, ce sont tous mes bébés et je ne peux pas choisir un des bébés, je les aime tous autant. Mais donc évidemment, la façon que Linda et moi on était concernés, en montant des expositions, surtout en publiant beaucoup de catalogues qui se leur servaient de distribuer aux riverains du projet. Et il y avait toujours 1000 raisons d'offrir un livre ou d'un catalogue. Et Central Park, les Umbrellas, plus tard les Tiseo, les Floating Master, ce sont des projets que nous avons vraiment très fortement soutenus. Parce qu'il y avait toujours cette même raison, le manque d'argent
parce qu'ils autofinancent toujours leur œuvre. Ici à Paris, l'Arc de Triomphe, c'est pas Paris qui doit investir 1 euro, ni l'État. Oui, d'ailleurs ils le disent haut et fort, et Jeanne-Claude l'énonce de toute façon fortement, c'est pour eux la seule façon d'être libre. C'est-à-dire que la liberté passe par une totale indépendance financière. Cette liberté est même marquée qu'ils louent le terrain qu'ils ont loué Centre Park pour 3 mois. Ils ont payé des grosses sommes pour cela. Parce que quand on est locataire, on est bête maître à bord. Bien sûr. Et pour justement que personne avait son mot à dire, que c'est que regard sur chacun des personnes qui comptait. Et ce qui est étonnant, et j'ai vu ça, regardez les 3 premiers, même petits croquis qu'il fait d'un projet, même si l'Arc de Triomphe, à partir de 86, les premiers croquis, c'est tel qu'il a été construit. Les câbles... dès 86 Oui, dès 86, quand j'ai vraiment fait une sérieuse tentative de pouvoir déjà avoir une audition de ces époques-là, ça ne change plus jamais. Et c'est très, très, très précis. Seulement, dans les différentes images, il tourne autour de son projet pour donner d'autres angles et de créer d'autres lumières, de nuit, de jour. C'est vraiment très approfondi, très réfléchi. Tout à fait. Alors effectivement, on évoquait les lumières tout à l'heure en arrivant tous les deux au pied de l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, qui triomphe, c'est le cas de le dire, puisque le public s'est réuni au pied de l'Arc. Toute l'avenue des Champs-Élysées aujourd'hui est fermée à la circulation. Donc c'est vraiment une communion de l'œuvre avec le public. L'humain vraiment est partie prenante. Les œuvres de Christo sont 2 catégories d'œuvres, tu me disais tout à l'heure. Il y a donc les œuvres éphémères qui durent 7 jours, qui sont donc les empaquetages pour la plupart, ou sinon ce sont des sculptures comme le mastaba de Londres, où là ça dure 3 mois. Donc ce qui est donc un volume sculptural dure 3 mois. D'autres les autres sont des empaquetages certainement de bâtiments historiques, mais Umbrella, marcher sur l'eau, est loin d'être des empaquetages, c'est investir un paysage, sont des œuvres urbaines, ici c'est une œuvre urbaine à la fois et empaquetée. Et donc il y a donc quand même beaucoup de différents regards d'inspiration aussi de la part de Christo et de Jeanne-Claude. Comment s'y prendre, entourer les îles à Miami. Les îles n'étaient pas... Oui, alors ce projet fabuleux qui est donc, il a entouré 11 îles artificielles autour de Miami d'une sorte de Malabar rose. C'était extraordinaire. Et ça a duré 3 mois? Non, ça a duré 16 jours. Ah, 16 jours. C'est toujours, toujours tout ce qui s'appelle projet. Du moment qu'on dit sculpture, alors sculpture c'est 3 mois. D'accord. Et c'est très clair toujours. Mais un projet, tout projet, la plupart des projets sont des projets qui n'ont jamais duré plus longtemps que 16 jours. Alors, dans les projets futurs, Guy, donc nous avons vu récemment le mastaba, d'ailleurs c'était là-dessus que tu avais fait ton exposition à la Fondation de Londres, et je crois qu'il y a un projet de mastaba à Abu Dhabi. Alors, je sais que Christo a dit, a écrit, je veux que vous sachiez que beaucoup des projets peuvent être réalisés sans moi, tout est déjà prévu. Il est mort à 84 ans, il est mort en mai 2020. Nous étions, toi et moi d'ailleurs, en plein confinement à Saint-Tropez. Tu n'as pas pu le revoir depuis octobre à Bagneux. Qu'en est-il donc des projets futurs? Je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup œuvré sur ces projets, et tu étais même la première personne qui l'appelait dès qu'il avait des projets conséquents à mener. Tu as réuni autour de toi Eloranza, sa dernière compagne, et Vladimir. Comment vous allez aborder la suite? Il n'y a pas encore de décision qui a été prise à ce sujet. C'est sûr que la priorité va vers la mastaba Abu Dhabi. C'est évidemment une sculpture qui ne sera pas éphémère, c'est une sculpture qui restera à travers le temps. Donc, vu le budget que ça coûte, c'est donc... Combien 350 millions d'euros. Ah oui, donc on est passé à l'échelle là. Et au Moyen-Orient, et spécialement à Abu Dhabi, on construit Museum Island, le Louvre avec Jean Nouvel, Zaha Hadid, il y a Franco Gehry, il y a 7 musées qui sont en train de naître, et à 150 km de là, tout près de la frontière saoudienne, il y a le projet, le projet
de réaliser le Mastaba Abu Dhabi, qui est un projet réel, fixe, et sur lequel Vladimir certainement va travailler beaucoup pour aboutir. Il faudra beaucoup de soutien, il y a beaucoup de responsabilités aussi financières, mais qui est un peu moins les responsabilités de la Fondation Christo et Jeanne-Claude, parce que c'est un projet qui reste, et là le cadre change, ce n'est plus la responsabilité financière à travers leur propre budget, c'est un monument comme un des autres monuments qui va s'écrire, qui se trouvera sa place au lieu de Museum Island. 7 grands musées sur des thématiques différentes, comme le Louvre déjà à Abu Dhabi, mais aussi il y a les musées de l'art islamique à Qatar. Il y a donc en fait une raison de créer un circuit d'architecture fantastique, formidable, parce que par exemple le Louvre Abu Dhabi créé par Jean Nouvel est un chef-d'œuvre d'architecture, comme les autres projets dont j'ai vu toutes les maquettes. Il y aura, je l'espère, et nous croisons les doigts, le moyen de réaliser le Mastaba Abu Dhabi, et ça évidemment fera il pourrait aussi naître, comme il y a des endroits qui jouent sur le golf, il y a dans le sud de l'Espagne, il y a des milliers disons, je dirais des milliers, c'est un peu haut, mais des centaines de golf à choisir. C'est pour les sports, mais là, les Abu-Dhabiens optent pour la culture. Très bien. Et ce que je trouve très généreux de leur part. Absolument. Alors d'ailleurs, il y a dès à présent dans la galerie Marc Arthur Cohn, avec laquelle tu travailles à Paris, puisque Guy a eu aussi une galerie pendant peu de temps finalement à Paris, parce que je pense que ton tempérament est plus sudiste, plus tu aimes les villages. Je rappelle que Guy a une très belle galerie à Saint-Paul-de-Vence. Là maintenant il est à Saint-Tropez et nous l'aimons, nous le rappelons. Mais je disais, il y a déjà des esquisses, des dessins justement au sujet du Mastaba d'Abu Dhabi dans la galerie de Marc Arthur Cohn. Et ce qui est significatif, c'est que justement pendant les 3 jours que tu viens de passer à Paris pour célébrer Christo, déjà énormément de choses ont été vendues dès hier, où tu avais où il y avait ces dessins qui étaient exposés. Évidemment, ce serait plus évident quand il y a l'empaquetage de l'Arc de Triomphe de faire une exposition sur les dessins d'ambiance, qui se fait d'ailleurs à Paris chez Sotheby's. Mais toi, nous sommes avant d'avance. d'arriver pour admirer ici l'Arc de Triomphe, on a déjà ailleurs. Donc c'est écrit sur Jean-Claude qui m'ont dit qu'il faut être prévoyant. Ce qui est acquis, c'est au futur qu'il faut travailler. Absolument. Évidemment, le but de l'exposition chez Marc Arthur Cohn, c'est de faire vraiment déjà un grand appel à tous les collectionneurs et leur annoncer qu'on aurait besoin d'eux encore une fois pour compléter la collection, pour les finances d'ingénierie, les ingénieurs, c'est quand même, ça amène beaucoup de frais, un projet pareil. Bien aussi, sûr. qui sont malgré tout portés par les budgets de la Fondation Christo et Jeanne-Claude, et voilà, c'est un appel direct et immédiat sur le temps et sur l'enthousiasme de ces jours-ci à Paris, pour dire voilà, il y a un futur encore. Absolument. Alors Guy, tu as fréquenté donc de nombreux artistes, toi-même a démarré très très jeune. Qu'est-ce que tu gardes de particulier de Christo et Jean-Claude? Qu'est-ce que tu as appris avec eux? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as aimé finalement? Ce que j'ai aimé, c'est leur travail. Lina et moi, on vit avec des cristaux à la mur dans nos maisons, et partout. Et plus qu'une œuvre, parce qu'on aime tant. Mais ça, ici, il faut nuancer ce regard. Le plaisir qu'on a eu nous a fait plus, de travailler avec eux, nous a fait plus aimer leurs œuvres. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. J'ai même des œuvres qui sont jamais proposées dans mes galeries, non à vendre, donc, qui appartiennent à la collection privée de mon épouse, de Linda, et qui sont rangées quelque part, et qu'elle les emprunte à des musées, et elles figurent un peu partout à travers le monde. Mais ça, c'est des éléments affectifs.
Et en fait, dans ces conditions affectives, c'est comme ça que Linda et moi, on a travaillé avec toutes les artistes. Exactement. Alors les conditions affectives, je les confirme au public de Tropéziens qui ne seront peut-être pas montés ici. Je viens de faire un marathon de quelques jours avec Guy, avec un dîner climax au Fouquet's qui réunissait 300 collectionneurs et curateurs internationaux. D'ailleurs, la salle était comble, tu as dû refuser des gens. Nous avons continué au centre Georges Pompidou, il y a également des œuvres de Christo à voir. À nouveau, 150 collectionneurs réunis autour de toi. Je pense qu'aujourd'hui, je comprends mieux d'ailleurs Guy, et je le dis à nos amis tropéziens, ce qui fait la force de Guy, c'est vraiment cet amour qui t'entoure de tous ces collectionneurs. Sans doute, effectivement, c'est un amour, bien sûr, c'est un amour réciproque, c'est-à-dire que c'est un partage permanent que dans tes projets, les gens te suivent. On vient de passer 3 jours merveilleux entre le Fouquet's, l'Arc de Triomphe, la galerie Marc-Arthur Cohn, le centre Pompidou, et sans doute t'es-tu échappé à d'autres occasions que je n'ai pas pu tous suivre. Donc Guy, quand reviens-tu à Saint-Tropez? Je reviens mercredi prochain. Bon, alors on te donne rendez-vous à Saint-Tropez. Rendez-vous, une autre exposition très affective. Toutes les éditions, les meubles, disons le côté, l'exposition comme Niki Zafala fait au Musée des Arts Décoratifs de Paris, sont tous des éditions que Linda et moi on a produit pour Niki, et la joie qu'on a connue aussi de pouvoir travailler de si longues années avec Niki, et chaque pièce exposée est une des éditions qu'on a fait en collaboration avec Niki elle-même. Bon bah écoutez, c'est parfait, un avant-goût des voiles quasiment, puisque nous sommes sur les toits de Paris dans le vent. Nous nous retrouvons donc à Saint-Tropez dès la semaine prochaine avec Guy et Linda. Guy, merci beaucoup, félicitations et longue route à toi pour la réalisation des projets de Christo avec Vladimir et Lorenza. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je te remercie beaucoup Agnès.